Salut Julien, très Salut! content de te retrouver pour cette émission du Data Sommelier. Une émission un petit peu particulière. Alors j'ai vérifié tout à l'heure, on s'est croisés il y a eu plus de 8 mois déjà, où tu Ouais, étais exactement. venu faire une Déjà. présentation de la stack multi-engine. Hein. On rappelle à ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas vu la première émission, c'est que tu étais venu présenter les fondamentaux de Iceberg, le concept multi-engine qui commence à percer, hein, à savoir Ouais, ça monte, ouais. un Snowflake mélangé à du DuckDB et tout ça avec du Iceberg en transversal. Tu étais venu nous présenter et tu avais même ouvert le capot. On était allé jusqu'à la démo Ouais, et c'est vrai. pour nous montrer comment ça marche. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour un sujet un peu spécial, c'est-à-dire que tout ce que tu nous as montré, tu en as fait une offre. Tu as fait des Exactement, ouais. et Exactement. tu es là pour en parler et on va regarder, on va ouvrir un petit peu le capot de cette offre et tu vas nous dire comment ça fonctionne. Exactement, avec grand plaisir. Merci, pour l'invitation. Merci de prendre le temps de discuter justement de Boring Data. Ça fait vraiment plaisir. Ça faisait assez, comme tu as dit, ça faisait déjà quelques mois, donc content de revenir sur ton podcast. Je sais pas, du coup, je me représente rapidement en quelques mots. Donc je m'appelle Julien, je suis, freelance data depuis, 4 ans maintenant et je suis basé à Genève en Suisse, pour le petit détail. Et donc du coup, ça fait quelques années que en fait, j'aide des entreprises à lancer des stacks data un peu partout en Europe. Et en fait, à chaque projet, j'ai l'impression de refaire toujours la même chose. À chaque fois, je réécris littéralement le même code. Donc du coup, l'idée m'est venue il y a quelques mois d'en fait de standardiser l'approche que j'ai pour aider les entreprises à construire leur stack via en fait une offre de template. Donc en fait, l'idée c'est de templatiser toute la création d'une stack et de l'offrir comme point de départ pour les entreprises en fait, pour l'aider à monter leur stack data. D'accord, alors dans l'idée, ça a l'air très simple, mais je sais que tu as bossé comme un malade derrière. Parce qu'il y a 8 mois, tu en parlais déjà un peu, tu avais cette idée en tête. Ouais. Et le temps de tout affiner, d'assembler les choses, ben il y a beaucoup de boulot derrière. Ouais, et du boulot, en général, ce que j'ai remarqué, c'est construire un projet data pour une entreprise, ça prend entre 3 et 4 mois. Donc en gros, j'ai dû repasser ces 3 4 mois, plus le temps de standardiser la chose, la templatiser, etc. Donc ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Mais je pense que du coup, ça permet aux équipes data de gagner pas mal de temps quand elles veulent lancer leur produit. Parce que tout est prépensé, tout est organisé pour que justement l'avion ait la bonne trajectoire, quoi. Ouais, c'est C'est un peu ça. l'idée. Et tu t'es fait la main sur quelques clients, donc tu as pu tester en vrai, dans la vraie vie, ce que tu vas nous montrer Ouais, aujourd'hui. exactement. Ouais, c'est issu d'expériences réelles avec les erreurs que j'ai déjà faites avec certains clients sur certains projets. Donc voilà, donc l'idée c'est de vendre cette expertise via un template et des workshops. Peut-être on peut regarder en détail Avec plaisir. en quoi ça consiste. Donc comme je disais, construire une stack data aujourd'hui pour nos entreprises, c'est super risqué. Il y a plein d'inconnus en termes de coûts, en termes d'outils à choisir, et aussi en termes de ressources. C'est-à-dire que les ingénieurs sont occupés en général à faire d'autres choses. Comment est-ce qu'on les change de projet, etc. Enfin, il y a pas mal de risques qui sont liés à ce type de projet, surtout qu'en général, les ROI sont pas clairs dès le début. C'est-à-dire qu'on construit la stack, mais on ne sait pas trop encore est-ce que ça va nous faire gagner de l'argent, est-ce que ça va nous faire économiser des coûts, etc. Donc voilà, donc l'idée de ces templates, c'est aussi de limiter ces risques. Ouais, Justement, l'offre, si on regarde l'offre en détail, l'idée c'est d'avoir des templates. Donc c'est un projet Terraform qui, euh, qui en fait a déjà des outils qui sont intégrés. Donc il y a déjà un cloud, typiquement AWS, il y a déjà un warehouse, typiquement Snowflake, il y a déjà des outils de LT, il y a déjà des outils de transformation avec DBT. Tout est packagé en un projet Terraform qui est prêt à être déployé. Peut-être on pourra regarder la partie template après, ouais. plus en détail. Et au-dessus en fait de ces templates, je vends des workshops pour justement aider les entreprises à se former sur ces outils. Après, on a les utiliser avec l'objectif de pouvoir manager leur stack par eux-mêmes en pleine autonomie, en fait. D'accord. Écoute, ça a l'air très clair et donc les templates, moi j'y crois beaucoup en fait, hein, parce que tu viens avec un guide, et une collection d'outils qui fonctionnent entre eux et si ça le fait pas tout de suite, bah, tu y mets la glue, j'imagine, qui va bien pour que ce soit le plus transparent possible. Le workshop, bah, tu mets, c'est la vraie vie, hein. Tu vas chez le client et tu l'aides à mettre ça en place avec Exactement. le Ouais. support, évidemment. D'accord. C'est vrai que les choses, souvent, par exemple, quand on parle d'AWS, quand on parle de Terraform, quand on parle d'iceberg, c'est des choses qui font un peu peur des fois parce que c'est des connaissances à construire. Et l'idée, en fait, c'est de construire ces connaissances sur un cas d'usage réel de migration. C'est-à-dire que l'entreprise a besoin de migrer en s'appuyant sur les templates. Ouais, très clair. Alors on va refaire un petit zoom sur la stack en elle-même. Il y a des produits qu'on a vus rapidement vus, mais qui sont hyper connus. Ouais, alors on peut peut-être aller du coup.
directement à la librairie en fait de templates que j'ai aujourd'hui. Donc un template pour moi c'est d'abord une sorte de back-end. Donc là par exemple on a deux back-ends, un qui est orienté data lake, donc avec AWS plus Iceberg, et un autre back-end qui est orienté warehouse où ça va être AWS plus Snowflake. Donc ça c'est les deux premiers templates que je propose. Et en fait l'idée c'est d'avoir ces back-ends sur lequel on rajoute des outils, des intégrations, typiquement des ELT. Donc aujourd'hui, je supporte DLT Hub. Je vais rajouter bientôt Cloud Query Arbeit et aussi des orchestrators. Aujourd'hui, il y a Step Function qui est inclus dans le template, puis je vais rajouter des intégrations avec Airflow, Daxter. D'accord, écoute, très clair. Alors AWS, pourquoi? Parce que bon, tu l'as rappelé tout à l'heure, tu étais basé en Suisse, peut-être qu'il y a une affinité plus grande avec AWS là-bas, ou c'est comme ça? C'est le point de départ qui t'a fait aller vers AWS? Bon, déjà, c'est ma propre expérience. Tous mes projets sont en AWS. Et puis, donc ça, raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que niveau part de marché, c'est les premiers dans le monde. Ouais. Donc, ça justifie aussi cette décision. Bon, ça a du sens. Et J'ai puis, des plans dans les prochains mois de migrer, enfin de répliquer le concept vers GCP, vers Azure. Ça, c'est clairement des plans que j'ai dans d'accord. ma roadmap. Ouais. Ouais, et puis de mémoire, en discutant avec les Snowflakers, ils disent eux-mêmes que AWS est une grosse partie de leur marché interne, hein. Donc, Ouais, je pense qu'on peut presque considérer Snowflake comme un service AWS maintenant, vu les liens qu'il y a entre les deux boîtes. ouais, d'accord. Alors, Iceberg, on en a parlé il y a 8 mois déjà, et on en parle depuis longtemps dans les meet-up Modern Data Stack. Ça prend. C'est un format universel, enfin, qu'on pourrait qualifier d'universel, adopté par les plus grands maintenant. Exactement, exactement. Donc là aujourd'hui, il y a eu ça. On a beaucoup entendu parler l'année dernière, parce qu'il y a Snowflake, il y a AWS, il y a plein de boîtes qui ont lancé des intégrations vers Iceberg. Et justement, un de mes templates, l'idée c'est de lancer un data lake sur AWS avec un template. Donc là, typiquement, l'architecture, voilà, c'est simplement un iceberg sur S3 avec un catalogue dans Glue, et puis après une transformation qui est faite via Athena plus DBT. Donc c'est un setup très simple, mais qui va permettre déjà d'aller assez loin avec Iceberg. Et, et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, lancer une data stack en se basant sur Iceberg, c'est un peu un safe bet pour les prochaines années, vu les intégrations qui sont construites autour. C'est-à-dire que si demain Athena c'est pas assez bon, c'est pas assez puissant, voilà, ça marche pas assez bien. En fait, vous avez déjà vos données dans Iceberg, vous avez juste à ramener Snowflake par-dessus ou Ouais. un autre query engine, et puis vous pouvez remplacer en fait Athena par ce que vous voulez. Donc en fait, migrer Ouais. sur Iceberg aujourd'hui, je pense que c'est une bonne réduction de risque pour les 5 prochaines. Ouais, mais c'est adopté par Snowflake, c'est adopté par Databricks, qui a racheté l'été dernier Tabular. C'est adopté par les big boîtes comme Apple. Confluent sort son offre Tableflow qui s'appuie sur Iceberg. Enfin, je veux dire, on Ouais. peut pas vraiment trop se tromper, hein. Non, alors, on ne peut pas se tromper. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas encore super matures. Par exemple, l'interaction via Python, la lib Iceberg, elle est vraiment, enfin, elle se développe très rapidement, mais il y a encore des features qui manquent un petit peu. Donc, ça, en gros, je pense que d'un point de vue vision pour un CTO, faire un pari Iceberg, c'est justifié. Après, niveau implémentation, faut être conscient qu'il y a quelques briques qui manquent encore. Donc, des fois, faut un peu bricoler des choses. Et justement, d'où l'intérêt en fait des workshops, c'est que typiquement dans le workshop, je vais expliquer voilà tout ce qui se passe dans Iceberg, parce que mettre aussi Iceberg en place, ça veut dire avoir des nouvelles responsabilités, Ouais. c'est-à-dire gérer sa table, gérer la maintenance de sa table, et ça c'est des choses que j'explique dans le workshop en fait, justement dans l'objectif que les boîtes construisent cette connaissance en interne pour être capable de manager Iceberg par elles-mêmes. Très clair. Alors le côté multi-engine, bon, tu as du Snowflake évidemment en background pour le stockage. Est-ce que et j'ai vu DuckDB aussi apparaître en icône dans ton offre. Comment tu le vois toi DuckDB aujourd'hui? Comment tu sais, on a fait un live tendance data, c'était il y a 2 semaines, et on disait qu'on en entend beaucoup parler, mais que on n'en voyait pas autant que ça en production, DuckDB encore. Alors oui, c'est populaire, mais est-ce que c'est déjà en production? Peut-être pas encore. Ou alors c'est caché, MBD, intégré dans des Ouais. applications analytiques, quelle est ta vision là-dessus, sur le Ouais, multi-engine, moi j'ai vu deux use cases aujourd'hui pour mixer un DuckDB dans une stack. C'est un pour distribuer de la donnée. Ouais, Alors ça, j'avais écrit un article l'année dernière où en fait l'idée c'est typiquement on a des analystes, tu leur donnes DuckDB en local, tu fais pointer vers ton fichier DuckDB qui est sur S3 par exemple, et ils attachent simplement la DuckDB sur leur DuckDB en local, et puis ils ouais, peuvent c'est ça. commencer à faire des requêtes sur ton Iceberg typiquement. Donc en gros, Ouais, ça permet d'accord. de décentraliser ton accès à ta donnée, et en plus ça te coûte rien parce que c'est leur ordinateur en local qui travaille quoi.
Ouais, d'accord. C'est Donc juste là, du réseau, quoi. Il y a juste du réseau à payer, mais c'est un peu comme une couche de fédération quoi, hein, un moteur, d'accès en fait, tout un simplement. moteur d'accès depuis, l'ordinateur local, quoi. Ouais, C'est d'accord. ça, c'est un 1er use case, donc c'est pas forcément en prod, c'est plus, voilà, pour faire du requêtage. Et après un deuxième cas d'usage, c'est en fait avant, ta warehouse, tu peux transformer la donnée avec DuckDB et puis là tu le mets dans un container. Là, le problème, c'est donc tu peux lire avec DuckDB de l'iceberg. Après, pour écrire, faut un peu bricoler. Faut passer par de Arrow, PyIceberg et après écrire dans Iceberg. Ouais. C'est possible, ça marche. Voilà, ça demande de rentrer un peu, justement de regarder sous le capot et puis de voir comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, c'est possible de mettre en prod DuckDB plus PyIceberg pour écrire dans Iceberg. D'accord, OK. Alors dis-nous, bon, bah, tu as ton template, tu as réfléchi à tout ça. Comment, tu vois un client, comment tu déroules, la chose, en fait? Comment ça se passe? Donc en gros, le workflow en général, c'est l'utilisateur clone le repo en local. Et ensuite, moi, j'ai un CLI en fait qui va aider à customiser la stack. C'est vraiment si vous voulez rajouter une nouvelle source, vous utilisez la CLI pour ajouter une source, ça va générer directement tous les fichiers Terraform, tous les fichiers Python pré-remplis. Et il n'y a plus qu'à customiser avec typiquement avec DLT avec juste le connecteur à customiser quoi. Et après, une fois que ça c'est fait, il y a tout qui est prêt aussi pour déployer, donc avec une CI GitHub qui est prête à l'emploi. Donc il y a juste besoin de faire voilà justement make deploy et puis ça envoie tout directement dans le cloud quoi. D'accord, OK, très bien. Bah, écoute, là, tu as utilisé pareil, hein, le Git, standard mondial, Terraform, grand standard. Donc, Exactement, ouais, exactement. tu t'inscris dans les grands standards et ça évite, de se disperser sur des outils, exotiques. Ah, exactement. En fait, la vision de Boring Data, c'est de construire des ponts entre les outils existants. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qui sont très bien, mais ce qui est en général assez compliqué quand on met en place une stack, c'est de les faire parler entre eux, les intégrer entre eux. Et l'idée, c'est d'acheter ces intégrations via un template. Et voilà, donc ça, je pense, c'est la grosse valeur ajoutée de Boring Data, en fait. C'est d'acheter des ponts entre les outils existants, plus que d'acheter une plateforme qui va tout bundler ensemble et qui risque des fois voilà, d'avoir des features qui manquent, par exemple. Ouais, Voilà, ça, c'est un peu la vision de d'accord. Boring Data, ouais. Bah, écoute, très clair. Donc, boringdata.io. Je pense qu'on a fait le tour, non? J'ai l'impression qu'on a fait le tour de cette offre-là. Oui, oui, je pense que c'est Donc, super. Merci en tout cas de m'avoir laissé présenter le produit. Et puis justement, si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, soit sur LinkedIn directement, soit sur mon Substack ou directement sur boringdata.io. Il y a un bouton, cliquez dessus et puis ça va directement dans ma mailbox. top. Et on remettra toutes les infos dans le replay, LinkedIn. Parfait. Bah, écoute, merci pour ce petit brief, très rapide. Voilà, on a fait comme on voulait, 13 minutes, parfait. On voulait être Parfait. court. Et ben, Ouais. écoute, je te dis, à très bientôt pour la suite de l'aventure, Boring Data. Ouais, merci Stéphane. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Salut.